On est en 399 avant notre ère. Imaginez la scène. On est au cœur d'Athènes, le berceau même de la démocratie. Et pourtant, cette cité, celle qui a inventé la liberté de parole, s'apprête à faire une chose incroyable. Juger son esprit le plus critique, Socrate. Ce n'est pas qu'un simple procès, non. C'est une véritable confrontation entre une ville et sa propre conscience. Alors, comment est-ce qu'on connaît cette histoire avec autant de détails ? Eh bien, notre guide, c'est un texte absolument fondamental, l'Apologie de Socrate. Il a été écrit par son plus célèbre disciple, Platon. Et c'est à travers ces mots qu'on découvre, presque comme si on y était, la défense du philosophe face à ses accusateurs. Et ça nous amène directement à la question qui hante tout ce récit. Comment est-ce qu'une société peut en arriver à considérer son esprit le plus brillant, le plus vif, comme une menace mortelle ? C'est la question centrale. Pour essayer de comprendre, il faut d'abord regarder les faits. Les accusations formelles. Quelles étaient exactement les charges qui ont mené à cette confrontation historique et finalement fatale ? Officiellement, il y avait deux chefs d'accusation. D'abord, l'impiété. On lui reprochait de ne pas croire aux dieux de la cité. Ensuite, et c'est peut-être encore plus grave pour eux, corrompre la jeunesse. En clair, on l'accusait de saper les fondements même de la société athénienne, l'ordre social et religieux, en poussant les jeunes à tout remettre en question. Alors, face à des accusations pareilles, comment Socrate se défend ? Il ne va pas plaider coupable, loin de là. Au contraire, il va retourner l'argument et présenter toute sa vie non pas comme un crime, mais comme une sorte de mission divine. Pour Socrate, son questionnement incessant, c'était en fait un service qu'il rendait à la cité. Il se voyait un peu comme un taon, vous savez, cet insecte qui pique, envoyé par les dieux pour réveiller Athènes de sa petite somnolence intellectuelle, pour la forcer à se soucier de la vertu. Et cette idée, c'est vraiment le cœur de sa philosophie qu'il va défendre jusqu'au bout. Il va même jusqu'à demander à ses juges de s'assurer que ses propres fils, plus tard, chercheront la vertu avant la richesse. Parce que pour lui, c'est la seule chose qui compte vraiment. Donc au lieu de supplier pour sa vie, Socrate a réaffirmé sa mission avec force. Mais malgré cette défense sans aucun compromis, le jury a rendu un verdict qui allait entrer dans l'histoire. Finalement, son attachement total, inflexible à ses principes, a été vu comme un défi insupportable à l'autorité de la cité. En refusant de renoncer à sa quête de vérité, il a scellé son propre destin. Écoutez bien cette phrase, elle est d'une puissance incroyable. Il demande à ses juges, à ceux qui viennent de le condamner, de faire à ses enfants ce que lui a fait à Athènes, les tourmenter pour les obliger à mettre la vertu au-dessus de tout. Pour lui, c'est le plus beau des cadeaux. Et voilà comment il accepte son sort, avec un calme absolument déconcertant. Pas de colère, pas de regret. Il fait ses adieux à sa cité, la conscience tranquille, celle d'une vie qui a été menée en parfait accord avec ses principes. Il termine par une dernière question, un ultime défi lancé à la certitude de ses juges. Entre celui qui va mourir et ceux qui restent pour vivre, qui a vraiment le meilleur sort ? C'est une question intemporelle et elle résonne encore très fort aujourd'hui. La mort de Socrate, ce n'est pas juste une anecdote historique, c'est bien plus que ça. C'est devenu une véritable pierre angulaire de toute la pensée occidentale. Voyons un peu pourquoi. En choisissant la mort plutôt que le silence ou l'exil, Socrate a gravé dans le marbre son statut de martyr de la philosophie. Il est devenu le héros de la libre pensée, le symbole éternel de la conscience individuelle qui résiste à la pression du pouvoir et de la majorité. Et toute cette histoire, vieille de plus de 2400 ans, nous renvoie finalement à une question très personnelle. Pour quelle idée, pour quelle conviction serait-on prêt aujourd'hui à tout risquer ? L'héritage de Socrate, finalement, c'est aussi de nous laisser avec cette question vertigineuse.